Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons apprendre ce que c'est qu'un capteur analogique et un signal analogique en corrigeant la feuille d'exercice que vous aviez la semaine dernière. Alors j'espère que vous vous rappelez tous en classe avoir mesuré la résistance électrique de différents capteurs. C'est ce que vous rappelle la première page du document que vous aviez à remplir. Alors pour mémoire, on utilise un ohmmètre. Et comme on mesure la résistance électrique en ohms, on va brancher un fil sur la prise ohm, l'autre fil sur la prise comme d'habitude. Et on va tourner le sélecteur du multimètre sur la position ohm, pour bien préciser qu'on mesure des ohms. Bien, alors sur le multimètre, on observe qu'il y a une résistance mesurée à 11,25 kOhm. Donc là, pendant que je tourne la vidéo, si je veux voir la température qu'il fait dans la pièce, il faut que je cherche ici en résistance en kOhm où se trouve 11,25. Donc là, on a 10 kOhm et là, 20 kOhm. Donc ici, on doit être à peu près à 15 kOhm. Ici, on doit être à peu près à 12,5 kOhm. Donc 11 kOhm, c'est juste au-dessus du 10. Alors je vais regarder à quoi ça correspond au niveau de la courbe de température qu'on se retrouverait par ici, là. Et là, on voit qu'on est un petit peu plus que 20 degrés Celsius. Alors là, on doit avoir 25 degrés Celsius. Donc on doit avoir moins de 22 degrés Celsius. On doit être entre 21 et 23 degrés Celsius. Dans l'exercice que vous aviez à faire la semaine dernière, on vous demandait, d'après les documents 1 et 2, alors d'abord d'après le document 1, quelle était la résistance électrique qui était mesurée. Donc pour voir ça, il suffisait de regarder la photo, et là on voyait 12,28 kOhm. Donc on peut dire que la résistance électrique mesurée est de 12,28 kOhm. Alors on demandait ensuite quelle était la température ambiante dans la pièce où a été prise la photo du document 1. Sur le document 1, puisqu'on a une résistance électrique de 12,28 kOhm, il va falloir qu'on lise sur notre courbe de température à combien correspond 12,28 kOhm. Alors là encore, je regarde, ici j'ai 10 kOhm. Alors 12,28 c'est à peu près à un quart entre 10 et 20. Donc là j'ai la moitié, là j'ai le quart. Bon, sensiblement, on doit avoir une température de 20 degrés Celsius. Alors en plus, pour ceux qui étaient observateurs, ce multimètre est équipé d'un thermomètre et il mesurait, lui, dans la pièce 19,9 degrés Celsius. Donc ça, c'était un indice. Donc là, ici, on peut répondre, la température est de 20 degrés Celsius. Alors après, on nous demandait à quelle température correspond une résistance électrique de 20 kOhm sur le document 2. Donc là encore, on prend le document 2, donc la courbe. Alors 20 kOhm, c'est ici. Donc 20 kOhm, ça correspond à peu près à 10 degrés Celsius.
bien, dans l'exercice suivant, dans l'exercice D, on nous demandait d'utiliser des éléments de langage pour décrire le comportement de la thermistance en fonction de la température. Alors pour ça, on pouvait s'aider de la courbe de température. Alors on voit clairement que quand la température augmente, la résistance électrique de la thermistance diminue. Donc on pouvait écrire quand la température augmente, la valeur de la résistance électrique de la thermistance diminue. Alors il y en a qui ont expérimenté ça en classe, en mettant sur le radiateur la résistance électrique, la thermistance, pardon, et ils ont vu la résistance électrique qui diminuait avec la chaleur qui augmentait. Et à l'inverse, ils ont pu observer que quand on mettait la thermistance par la fenêtre où il faisait plus froid, la résistance électrique de la thermistance avait tendance à augmenter. Alors pour la question suivante, pour la question E, on avait une remarque qui disait qu'il fallait répondre aux questions avec une faute, aux questions de F à I en vous aidant du modèle de réponse de la question E. Donc la question E, en fait, il y avait la réponse dans l'énoncé. On nous demandait à partir du document 2 de dire s'il existait une valeur de résistance entre 20 et 30 kΩ. Donc le document 2, c'est bien la courbe. Et il fallait regarder si ça correspondait à une température. Donc, si on regarde la courbe, entre 20 et 30 kΩ, on a bien des valeurs de résistance. Alors on peut prendre n'importe laquelle. Si on la prend vers le milieu, on peut dire que la valeur de résistance 25 kΩ correspond à une température de 5 degrés Celsius. C'est l'exemple qui était donné dans le texte. Maintenant, on aurait pu dire, par exemple, qu'il existait une résistance à 29 kΩ, qui était plus proche, elle, par contre, de 2 degrés Celsius. Alors, les questions suivantes sont basées sur le même modèle. Dans la question F, on nous demande s'il existe une valeur de résistance comprise entre 25 et 30 kΩ qui correspond à une température. Alors, évidemment, la réponse est oui. Entre 25 et 30 kΩ, il y a bien des valeurs de résistance qui correspondent à des températures. Par exemple, si on prend 27,5 kΩ, on va se situer par ici, et là, ça va correspondre à une température, disons, de 4 degrés Celsius. Donc là, on aurait pu écrire, oui, par exemple, il existe une température de 3 degrés Celsius, qui correspond à une résistance électrique de 27 kΩ. Et puis après, on continue à être de plus en plus précis dans la courbe. Alors on se demande s'il y aurait une résistance électrique comprise entre 27 et 30 kΩ, et si elle correspondrait à une température. Alors on proposait 28 kΩ. Effectivement, il existe bien une résistance électrique de 28 kΩ qui correspond à une température. Alors, certainement moins que 3 degrés Celsius, puisque tout à l'heure c'était 3. Donc là, on va avoir une température peut-être de 2 degrés Celsius. Donc, sur le document, voilà, entre 27 et 30 kΩ, il y a 28 kΩ, et ça correspondrait à 2 degrés Celsius. Et puis après, on peut se demander, mais alors, est-ce qu'il y aurait une valeur de résistance entre 27 et 28 kΩ? Oui, il y a 27,5 kΩ. Alors 27,5, ça doit être tout près de 2 degrés, alors c'est peut-être 1,5 degrés Celsius. Peut-être. De toute façon, c'est tout près de ce qu'on avait déjà tout à l'heure. Alors, à la question I, on se demande finalement s'il y aurait aussi une valeur de résistance comprise entre 27 et 27,5. Alors, certainement, par exemple, on propose 27,25 kΩ. Donc oui, il existe bien une valeur de résistance entre 27 et 27,5 qui correspond à une température.
Là, entre 27,5 et 27 degrés, 27 kOhm, pardon, on a 27,25 kOhm. Donc 27,25, on va dire que c'est par ici. Et là encore, ça correspondra à une température qui est toute proche de celle qu'on avait tout à l'heure. Alors comme 27,25 c'est plus petit que 27,5, ce sera un petit peu plus chaud que 1,5 degré Celsius, alors peut-être que c'est 1,6 degré Celsius. Donc on pourrait dire, il existe une température, environ 1,6 degré Celsius, qui correspond à une résistance électrique de 27,5 kOhm. On va utiliser les outils copier-coller. Voilà, il existe une température environ 1,6 degré Celsius qui correspond à une résistance électrique de 27,25 kOhm. Alors ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que dans le cas d'un composant analogique, sur une plage de variation donnée, on a une infinité de valeurs possibles. Alors dans notre cas, le composant est un capteur de température analogique, donc c'est bien un capteur, ça c'est un terme à retenir, c'est un capteur parce que son état change en fonction de son environnement. Nous, c'est bien la température de l'environnement qui fait changer la valeur de la résistance électrique du capteur. Et donc ce capteur est analogique parce que sur sa plage de fonctionnement, qui va de moins 20 degrés Celsius à 70 degrés Celsius, il peut retourner une infinité de valeurs comprises entre 0 et 100 kOhm. Donc, si on représente sur un graphique les valeurs que peut prendre ou retourner un composant analogique, on se rend compte qu'on obtient une courbe continue sur la plage d'utilisation du composant. Alors au passage, cette information vous permet de répondre à la dernière question des exercices. La courbe du document 2 est une courbe continue. Alors il faut savoir que les composants analogiques ont longtemps servi pour stocker des informations. Par exemple, dans le cas des photographies, jusqu'en 2007, on pouvait encore faire développer des photos gardées sur un support analogique appelé une pellicule. Avec cette technologie, on ne se posait pas la question de savoir combien de couleurs ou combien de pixels on pouvait avoir sur la photo, puisque ce nombre était infini. Alors qu'aujourd'hui, avec une photo numérique, en fonction de l'appareil qu'on a, on va avoir droit à 5 millions de pixels, 8 millions de pixels et un certain nombre de couleurs. À l'époque, avec la photo analogique, on pouvait toujours trouver un rouge différent entre un rouge clair et un rouge un petit peu moins clair. De même, il y avait toujours un point entre deux autres points. Si on regardait la photo avec un microscope, on pouvait toujours trouver un point entre deux autres points. Donc on n'était pas limité par un nombre de pixels, donc de picture element, des éléments d'image. Alors parmi les supports analogiques qu'il y avait dans une histoire encore assez récente, on peut aussi citer les disques vinyles et les cassettes audio, qui ont été supplantés ensuite par les CD, les compact disques, qui eux ont été les premiers supports numériques pour stocker de la musique. On avait aussi les cassettes vidéo, les VHS. Alors les VHS, elles, c'était les derniers supports de vidéo analogique avant l'invention des DVD, les Digital Versatile Discs. Les DVD, c'était les premiers supports numériques de vidéo pour le grand public. Et ensuite, on a eu le Blu-ray. Alors maintenant, les DVD, les Blu-ray et les CD sont en train de disparaître avec le streaming. Et là, en fait, on va encore au-delà du support numérique, puisqu'on est dans des formats qui sont compressés. Alors la question qui se pose quand on sait comment fonctionne un support analogique, c'est mais pourquoi abandonner les supports analogiques puisqu'ils permettent de stocker une infinité de valeurs? Bien, la première raison, c'est qu'un support analogique, il va s'altérer dans le temps, donc l'information qu'il va donner ou qu'il va conserver va changer avec le temps. Donc l'information n'était pas très fiable. Et pour le reste, pour la réponse, vous aurez la réponse dans la prochaine vidéo de cours sur les composants numériques.